Bienvenue dans le dessous des cartes hebdo, la version longue pour aller plus loin. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Inde. New Delhi, la capitale, le 26 janvier 2026, sur la colline de Resina, où se trouvent les bâtiments gouvernementaux. C'est là qu'a lieu chaque année le défilé militaire du jour de la République. Début 2026, Narendra Modi a invité l'Union européenne aux festivités, conviant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Antonio Costa, le président du Conseil européen. Pourquoi? Eh bien parce qu'Indiens et Européens signaient au même moment un accord historique, commercial et sécuritaire, un accord inédit rendu possible par le nouveau contexte géopolitique. Européens et Indiens regardent la Chine comme une rivale systémique et ils n'ont plus confiance dans les États-Unis de Trump. Les Européens choisissent donc de miser sur l'Inde et réciproquement, même si l'Union européenne sait bien que le pays de Narendra Modi joue plusieurs alliances diplomatiques à la fois, vous allez voir, sortons nos cartes. Et l'on commence cette émission dans la baie de Mumbai, en Inde. En face de cette mégalopole de 22 millions d'habitants se trouve le port de Nhava Sheva, le deuxième plus grand port de containers de l'Inde. C'est le point de départ de l'une des artères essentielles du commerce international qui relie la côte ouest de l'Inde au port de Rotterdam, principal nœud logistique des Pays-Bas et de l'Union européenne. Une route qui relie donc deux puissances éloignées de près de 3500 km, l'Inde et l'Union européenne. D'un côté, une communauté de 27 États indépendants et 450 millions d'habitants qui forment, en tant qu'union, la deuxième économie de la planète. De l'autre, une république de 1,45 milliard d'habitants, record mondial, devenue la quatrième économie du globe. Avec 7 870 milliards d'euros de biens et de services échangés en 2024, l'Union européenne représente 15,8% des échanges de la planète, soit plus que n'importe quel pays. L'Inde, 3,4% du total mondial. En Europe, on trouve une population aisée et vieillissante, avec un PIB par habitant de 37 000 euros et un âge médian de 44,5 ans. En Inde, une société jeune, mais encore très pauvre, 2 300 euros, 28,7 ans. Deux géants très différents donc, mais qui ne cessent de se rapprocher depuis le milieu du XXe siècle. L'établissement des liens diplomatiques remonte à 1962, mais c'est en 1994 qu'est signé un premier accord de coopération entre Bruxelles et New Delhi. 2004, l'Inde et l'Europe font même passer leurs relations au statut de partenariat stratégique. Un rapprochement qui permet l'implantation de nombreuses entreprises européennes en Inde. C'est notamment le cas des constructeurs automobiles qui profitent de la main-d'œuvre abordable du pays et de son marché intérieur en expansion pour y ouvrir des usines. Skoda à Aurangabad, Volkswagen et Mercedes à Pune, PSA devenu depuis Stellantis et Volvo dans les environs de Bengaluru, BMW et Renault à Chennai ou encore Piaggio ici à Baramati, également dans la région industrielle du Maharashtra, avec son immense usine où le constructeur italien fabrique l'Ape, un petit véhicule à 3 roues très populaire en Inde. Piaggio en a vendu plus de 3 millions depuis 1999. Alors qu'il s'élevait à 40 milliards d'euros en 2004, les échanges de biens entre l'Inde et l'Union européenne ont été multipliés par 3 pour atteindre 124 milliards en 2023. L'UE importe de l'équipement informatique, des produits chimiques et pharmaceutiques, des métaux ou encore du textile. Quant à l'Inde, elle importe avant tout de l'aéronautique, des voitures et des machines industrielles. En comparaison, les échanges de marchandises de l'Europe avec la Chine atteignent 732 milliards d'euros et 854 milliards avec les États-Unis. Ce qui signifie que le partenariat Inde-Europe est solide, en pleine croissance, mais encore déséquilibré et secondaire à l'échelle internationale. Il pourrait toutefois prendre encore une autre envergure du fait de la recomposition des grands équilibres internationaux et de leurs conséquences sur la politique européenne, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardons tout d'abord vers les États-Unis, allié historique et principal partenaire commercial de l'UE. Depuis son arrivée au pouvoir en 2 temps, 2017 puis 2025, Donald Trump remet méthodiquement en question le lien qui unit son pays à l'Europe, à l'image de ses revendications sur le Groenland, territoire constitutif du Danemark. Washington, un allié sur lequel Bruxelles ne peut plus vraiment compter,
comme en témoignent les positions américaines fluctuantes sur la guerre en Ukraine, ce qui oblige donc les Européens à repenser leurs alliances internationales en regardant notamment du côté de l'Inde. Penchons-nous sur le cas de la Chine à présent. Avec 21,2% des importations de l'UE, la Chine est devenue un partenaire commercial incontournable des Européens. Sauf que ce rapprochement s'est accompagné d'une dépendance croissante de l'économie européenne, à l'image du port du Pirée, en Grèce, détenu par le géant chinois Costco, et d'un profond déséquilibre commercial. Ainsi, le déficit européen annuel par rapport à Pékin est passé d'environ 100 milliards d'euros en 2014 à près de 400 milliards en 2022. Dès lors, la Chine n'est plus seulement considérée par les Européens comme un partenaire commercial, mais désormais aussi comme un concurrent et rival systémique. Une prise de distance également motivée par le rapprochement entre la Chine de Xi Jinping et la Russie de Vladimir Poutine dans le contexte de la guerre en Ukraine. Après une augmentation constante depuis des décennies, la valeur des échanges entre la Chine et l'Europe s'est ainsi mise à décroître à partir de 2022 et l'Inde pourrait être la grande bénéficiaire de cette volonté européenne de diversifier ses partenariats dans la région stratégique de l'Indo-Pacifique. La Chine de Xi Jinping, les États-Unis de Trump, deux géants qui imposent une nouvelle donne et qui amènent les Européens à repenser leur place dans le monde et à jouer différemment la carte indienne, que ce soit sur le plan stratégique ou commercial, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va commencer par deux dates, deux rencontres et deux projets qui pourraient donner une impulsion nouvelle au partenariat entre l'Inde et l'Union européenne. Septembre 2023, à l'occasion du G20 à New Delhi, l'Inde, les Émirats, l'Arabie saoudite et l'UE s'entendent sur l'élaboration d'un corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, dit IMEC. Un vaste projet maritime et ferroviaire qui doit permettre de relier l'Inde et l'Europe en évitant la mer Rouge et le canal de Suez via la péninsule arabique, la Jordanie et Israël. Longtemps retardé par la guerre au Proche-Orient, l'IMEC pourrait être une solution d'avenir pour renforcer le commerce entre l'Inde et l'Europe, tout en concurrençant les nouvelles routes de la soie chinoise. Janvier 2026, on l'a dit, c'est la signature de l'accord de libre-échange historique entre l'Inde et l'Union européenne et la confirmation d'une association toujours plus étroite entre les deux ensembles. En effet, l'Union européenne est désormais le deuxième partenaire de l'Inde et représente 12% du commerce indien. Ce sont au total plus de 6 000 entreprises européennes qui sont implantées en Inde, représentant 1,7 million d'emplois directs. Alors prenons l'exemple de l'une d'elles, Airbus, très implantée sur le sous-continent. En collaboration avec l'entreprise indienne Tata Motors, le leader mondial de l'aéronautique a notamment lancé la construction d'un immense complexe industriel près de Vadodara dans le Gujarat. Le chantier est inauguré en 2022. Vous voyez ici son évolution sur près de 3 ans. Le site est désormais opérationnel et doit permettre la fabrication du C-295, un avion cargo tactique militaire. L'Inde collabore en effet étroitement avec l'Europe pour sa défense, et plus particulièrement avec la France. New Delhi a acheté entre 2016 et 2025 62 avions Rafale à Dassault Aviation, avant d'approuver la commande de 145 Rafales supplémentaires le 12 février 2026, moyennant une part de transfert de technologie. Sur le plan économique, c'est l'Allemagne qui fait office de partenaire privilégié de l'Inde en Europe, avec 31 milliards d'euros d'échanges de marchandises en 2024. Un rapprochement économique et stratégique évident donc, mais qui se heurte à des limites de taille, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On commence par la principale limite de la relation entre l'Inde et l'Union européenne, la Russie. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, les Européens aimeraient pouvoir compter sur le soutien de l'Inde. Or, regardez, l'Inde s'est abstenue lorsqu'il s'est agi de condamner l'agression russe à l'ONU. À l'inverse, alors que ses hydrocarbures sont sous embargo depuis 2022, la Russie voit en l'Inde un précieux débouché pour son pétrole. Jusqu'en mai 2025, on estime que l'Inde achetait pour plus de 150 millions d'euros de pétrole russe par jour.
un chiffre qui avait baissé sous la pression américaine début 2026, mais qui est reparti à la hausse suite au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et au blocage du détroit d'Ormuz. De fait, la politique étrangère indienne se caractérise par une autonomie revendiquée. L'Inde est ainsi un acteur central des BRICS+, qui rassemble la Chine, la Russie et plusieurs autres puissances régionales. Elle est aussi membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, construite autour de la Chine et de la Russie. En août 2025, à Tianjin, le Premier ministre Narendra Modi n'a d'ailleurs pas hésité à se montrer aux côtés des deux autocrates, Vladimir Poutine et Xi Jinping, lors d'un sommet de cette organisation ouvertement anti-occidentale. Enfin, l'un des membres du Quad, groupe informel qui rassemble le Japon, l'Australie et les États-Unis, et qui constitue un relais d'influence essentiel pour Washington dans l'Indo-Pacifique. Et on termine avec ce lien particulier, on l'a dit, entre la France et l'Inde qui s'est encore manifesté en février 2026 avec la 4e visite d'Emmanuel Macron en Inde depuis son élection en 2017. À cette occasion, nouvelle démonstration d'amitié et affichage d'un partenariat sans limite. Sauf que dans la même séquence, Modi recevait également le président brésilien Lula, son allié des BRICS+, et un dirigeant qui, comme lui, a conservé des liens avec Poutine après l'agression de l'Ukraine. Modi et Lula ont signé à cette occasion un accord sur les terres rares, signe de la coopération entre deux géants émergents et preuve supplémentaire que l'Inde de Modi joue toutes les cartes diplomatiques à la fois, se gardant, comme dit le proverbe, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et abonnez-vous à notre newsletter du samedi. À bientôt.